Salut les sorceteurs et bienvenue dans un nouveau numéro de Toss a Coin to Your Writer. Je m'appelle Maeva Catalano, je suis autrice et passionnée de lecture. Toss a Coin to Your Writer, c'est le podcast sur l'écriture avec un titre anglais et un accent bien français. Chaque mois, retrouve un nouveau numéro avec un ou une super invitée qui évolue dans ce monde fabuleux qu'est le milieu de l'édition. Tu t'en doutes, on va parler du métier d'écrivain, mais également de lecture et de toutes les casquettes qu'il faut porter pour vivre de sa plume. Si tu es une âme courageuse, je t'encourage à poursuivre la lecture de cet épisode. Qui sait, entre deux créatures magiques, tu y rencontreras peut-être ton auteur préféré. Salut tout le monde, comment vous allez ? Bienvenue dans ce mois de février. Alors je sais pas vous, mais janvier était absolument interminable. J'avais l'impression de me traîner pendant au moins 10 semaines, 48 jours, rien que ça. Actuellement, il y a du Mistral chez moi. J'espère que ça s'entendra pas trop sur cette intro, mais là n'est pas la question. Aujourd'hui, on remonte dans le temps et on va chercher ce que les années 2010 ont fait de mieux. Alors oui, certains mangas, certains animés, mais surtout, j'ai nommé la dystopie. Hunger Games, Divergente, Le Labyrinthe, j'en passe. Je suis sûre que vous étiez très fan de ces sagas à un moment ou à un autre. En tout cas, c'était mon cas. Et ça tombe bien, parce que notre invitée du jour, Margot de Seine, est très fan de SF et sort aujourd'hui son premier roman intitulé Absolu, les mobilisés. Elle nous présente son roman de science-fiction en détail et nous parle également de persévérance, de communication autour de ses œuvres et de toutes les influences qui l'ont bercée. Bonne écoute. Bonjour Margot, comment tu vas ? Oui, ça va très bien et toi? Mais ça va parfaitement. Merci d'être là déjà cet Merci après-midi, je à suis très toi. très contente. Merci à toi de me recevoir. C'est un vrai plaisir d'envahir les podcasts d'autres personnes parce que moi, le mien, c'est bon, le bastion est là, mais c'est vrai que j'aime bien être invitée, voir d'autres gens discuter. C'est toujours très, très chouette comme expérience. Bah avec plaisir, en plus tu vois quand j'ai planifié cet épisode, comme je sors un épisode tous les premiers mercredis du mois, j'ai dit non mais avec la date, la sortie d'Absolu, je ne peux pas avoir une autre invitée, il faut que ce soit Ah, Margot. c'est clair que ça tombait bien. C'était trop parfait, il fallait que je saute sur l'occasion. Oui, c'est Bon, vrai. je me doute que les personnes qui arriveront sur cet épisode te connaissent déjà, mais au Peut-être cas pas, où ce hein. ne soit pas le cas, on ne sait pas, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots ? Sûr. Je m'appelle Margot de Seine, j'ai 23 ans et demi. J'aime bien dire mon âge en et demi. Oui, je Très suis une enfant. important. Non, très important. Je suis autrice, de SFFF, à chaque fois j'oublie un F. Notamment, voilà, le 1er février sort mon premier roman de dystopie fantastique, le premier tome d'une saga, d'une trilogie pour être plus précise, chez Big Bang, donc la collection Big Bang de Castelmore-Bragelonne. Dans la vie, de façon générale, en plus de tout ça, je suis étudiante. J'ai fait une licence de communication, un master en marketing et là, j'ai refait une 5e année de master en entrepreneuriat et que dire d'autre? Mon podcast s'appelle Les mots raturés et c'est un peu comme toi, j'invite des gens mais en plus de ça, bah, on n'a pas le même rythme du tout vu que c'est surtout un podcast, d'expérience donc il y a un peu de Mmh. tout en termes de format sur ce podcast. Là, d'ailleurs, en ce moment, c'est un épisode de podcast par jour. Enfin, au moment où sortira cet épisode, ce sera plus le cas. Ouf! Mmh. Mais mais c'est encore en plein dedans. Donc voilà, je pense que ça résume pas mal les choses. Oui, ça résume parfaitement. On voit que tu es habituée des podcasts, tu as la voix posée, tu sais où tu vas, tu as toute, la panoplie de tes activités, c'était nickel. Parfait alors. Bah, écoute, voilà, comme tu as exposé parfaitement ton parcours scolaire, et professionnel, en tant qu'autrice, en tout cas jusqu'à maintenant, puisque ça va évoluer, très, très vite à partir du 1er février. Je voulais, savoir un petit peu plus sur ton parcours, entre guillemets, de lectrice, parce que tu, lis également énormément. Donc, comment ça a commencé ton rapport à la littérature? Je suis née dans une maison remplie de livres, déjà. C'est-à-dire Déjà. que j'ai des vidéos de moi à 2 ans qui tient un livre à l'envers, mais qui fait semblant de lire. Beaucoup Parce trop que, bah, chou. il y a des livres partout et tous les soirs avant de dormir, j'avais le droit à une histoire, soit lue, soit inventée. La plupart du temps, ma mère me lisait les histoires et mon père, lui, il était plutôt du genre à les inventer. Donc
j'avais tous les droit à cette histoire et ma sœur aussi. Ce qui fait que toutes les 2, on a appris à lire avant d'entrer en CP parce qu'à force de lire les mêmes livres, on savait exactement, on les connaissait par cœur. Donc quand nos parents déviaient légèrement de la phrase, on savait dire si ils étaient en train de dévier ou non, en disant: «Non, c'est pas ce qui est écrit, tu es en train de me mentir». Et donc finalement, la lecture, ça a toujours été très évident. Je me souviens, mais ma première saga, j'avais quoi, 7, 8 ans, je lisais les Princesses Célina, je crois que c'était ça, où c'était D'accord. plein de petits romans, genre il y avait 27 tomes et tout. Et mon premier gros roman, c'était pas les Harry Potter du tout. Les Harry Potter, je les ai lus beaucoup plus tard dans ma vie et ça a pas été quelque chose qui a marqué ma vie de lectrice, bizarrement. Non, c'était les Tara Duncan quand j'avais 8 ans. OK. On m'a offert le premier tome, 350 pages ou un truc dans le genre. C'était Mmh. énorme pour moi et c'est ce qui a vraiment démarré, j'avais déjà un amour pour la lecture, mais c'est ce qui m'a donné envie de continuer de lire encore plus et juste après, j'ai découvert Pierre Bottero donc finalement, je suis née avec, des auteurs et des autrices françaises et français Mmh. et ça, je trouve ça super chouette finalement quand on y regarde un petit peu. Je lisais Léo Xapoloc. En fait, je lisais beaucoup d'auteurs et d'autrices français, de fantasy et aussi de science-fiction et Mmh. puis d'un coup, j'ai eu une claque littéraire. J'avais 11 ans, je l'ai lu, les Hunger Games et d'un coup, je me suis dit: «Oh mon Dieu, moi qui pensais aimer la fantasy, je me rends compte que la science-fiction, c'est encore au-dessus». Enfin, dans mon propre avis personnel, genre, c'est Mmh. quelque chose qui me touchait encore plus et c'était la très bonne époque puisque c'était l'époque des Hunger Games, des Labyrinthes, des Divergentes. On se passait les livres entre nous. J'amenais mes livres en classe. C'est-à-dire que moi, je suis le genre d'élève qui m'ennuie énormément, très, très vite. Ça va jamais assez vite pour moi et donc du coup, je faisais exprès de terminer mes interros vite, quitte à les bâcler pour les rendre et pour demander à lire. C'est-à-dire, j'en étais arrivée là et les profs, en fait, ils étaient tellement surpris par ces demandes qu'ils disaient «oui» et qu'ils m'observaient pendant 10 bonnes minutes en disant: «Mais qui est cet taré en fond de la classe qui se balade avec l'intégrale du Monde de Narnia, donc les 7 tomes en intégrale ou avec l'intégrale d'À la croisée des mondes, plus de 1000 pages dans son sac à dos de collégienne et qu'il le sort et ça fait un BAM comme ça dès que je le sortais en classe». Voilà quel genre de lectrice j'étais et j'étais une dévoreuse, dévoreuse, dévoreuse. Je suis toujours une dévoreuse. Le genre de personne qui lit 15 livres en même temps parce qu'en soi, moi, je peux enfin, si j'ai le temps et que le livre est bien, je lis un livre en moins d'une journée, peu Mmh. importe la taille ou en moins de 2 jours s'il est vraiment très gros et donc comme ma vie aujourd'hui ne me permet pas vraiment de faire ça parce que je fais plein d'autres Tu fais choses, beaucoup de je choses, ouais. je ne lis que de temps en temps et donc je switch entre les livres selon mes envies et donc pour que je lise un livre vite, il faudrait que je fasse tout un week-end où je ne fais que ça et là, du coup, en 2 jours, c'est plié et puis c'est bon, mais je suis ce qu'on appelle une dévoreuse, une big watcheuse. Enfin, moi, une série, tu peux me la faire regarder en une soirée, je regarde tout, tu vois? Genre, c'est Mmh. je dévore les histoires comme ça et donc voilà mon parcours avec la lecture et qu'est-ce que j'ai eu d'autre comme, oui, j'ai eu du coup les premiers chocs, c'était les Hunger Games, après le premier choc des Tara Duncan. Le second choc dans ma vie de lectrice, ça a été Red Rising, quand Ouais. j'avais 15, 16 ans et où là, je me suis dit: «OK, on peut faire de la SF, ça continue d'exister et en plus, en beaucoup plus mature et adulte, même en restant dans de young adult». Genre, on est toujours dans la catégorie young adult, mais c'est encore un level au-dessus en termes de maturité et mon troisième choc de lectrice, j'avais 17 ans, peut-être que c'était la même année, non, j'avais peut-être 15, 16 ans aussi. C'est quand j'ai lu 1984 de George Orwell et c'est à partir de ce moment-là où j'ai commencé à lire que des classiques, à lire beaucoup de classiques de science-fiction, Mmh. notamment Barjavel, qui est un de mes auteurs préférés avec, bah, voilà, La Nuit des Temps, Ravage, ce genre d'histoires juste incroyables qui ont été écrites dans les années 40 et qui ont tellement de choses à dire sur, notre société aujourd'hui parce qu'elles prévoyaient le futur, tu vois ce que je veux dire? Mmh. Donc voilà, je pense que ça résume à peu près bien ce que je suis en tant que lectrice. Je lis à peu près de tout, beaucoup plus d'imaginaire, mais en même temps j'écris aussi de l'imaginaire, donc c'est un peu lié, j'imagine. Mais Ouais. bon, à côté de ça, je lis aussi les Bridgerton, donc finalement, tu sais, comme quoi il y a pas vraiment de limite dans les genres et qu'il faut pas se freiner à dire: «Ah bah non, moi je lis que ça, donc je Mmh. ne peux pas lire de ça». Non, pas du tout, en fait. Il y a toujours des choses intéressantes à découvrir dans d'autres types de romans, même ceux qui ne paraissent pas être faits pour nous.
Oui et puis on a des phases et c'est vrai que je pense que ça vient en grandissant. Quand j'étais petite, je lisais aussi que de la fantasy et de la SF et bah, ado, tu d'autres trucs et puis tu adulte, que ce soit pour les cours ou je sais pas, un proche te dit: «Tiens, tu devrais lire ça, j'ai adoré» et tu vois que c'est un thriller et tu en mode: non, les policiers, c'est pas trop mon truc. Les meurtriers avec les poupées là, suédoises, c'est pas mon truc» et finalement, en fait, c'est trop bien. Bah, Donc oui, faut tester, quoi. bien sûr et puis, on peut aimer plein de choses différentes sans que ce soit une mauvaise chose. Moi, j'adore lire de la poésie. Mmh. Et de la poésie en français comme en anglais et c'est un truc où, bah, j'ai toujours aimé ça et ça n'a pourtant aucun rapport avec tout ce que je lis ailleurs, tu vois? Mais pour autant, il y a un truc qui fait que on peut aimer plein de genres différents, que ce soit pas un problème. Oui et puis ça nourrit ta plume, donc la poésie que tu vas Bien retrouver, sûr. même si tu en écris pas, directement, bah, tu ça peut modeler un petit peu, certaines scènes ensuite, donc c'est toujours intéressant et Oui. tu disais tout à l'heure que tu étais une serial liseuse, donc à peu près combien de livres tu as, en cours actuellement? 5, 6, 7 J'en plus? je crois que j'en ai 13 ou 14. Ah oui, d'accord, je Ah pensais oui, pas, OK et tu arrives mais à c'est sauter d'un à l'autre? oui, oui. Oui, c'est-à-dire que je me souviens exactement à chaque fois où j'en suis. C'est-à-dire que, là, si je reviens sur un des romans que j'ai pas ouvert depuis 2 mois, je sais exactement où je me suis arrêtée et je peux continuer comme si de rien n'était. Bon, Donc bah, bon. c'est un Mais talent que tout le monde je n'aime t'envie. et au-delà de ça, il y en a plein qui aiment pas ça, qui n'aiment pas mélanger, qui enfin, ça les perturbe et je peux comprendre. Mais c'est vrai que je te dis, soit je dévore un livre et du coup je lis d'une traite, soit j'ai pas l'opportunité de le lire d'une traite. Alors du coup, je lis ce que j'ai envie de lire en fonction de mes envies et du coup, il y a des livres où je peux prendre 1 an à les lire, mais pas parce que je les ai lus tous les jours pendant 1 an, mais parce que je les ai lus 2 jours par-ci par-là, au fur et à mesure Mmh. de l'année. D'accord. Alors, je voulais te parler de tes réseaux sociaux et Mmh. du fait que tu utilises ton vrai nom pour écrire et sur les réseaux et Oui. je voulais, connaître ce choix. Parce que c'est vrai qu'on est beaucoup quand même à choisir des pseudonymes ou des noms de plumes et c'est pas ton cas. Alors, c'est tout simple, c'est que j'ai une sœur. Et donc on n'est que 2 filles chez moi et même de façon générale, j'ai pas beaucoup de cousins avec mon nom de famille. Donc c'est-à-dire que mon nom de famille va finir par se perdre, potentiellement. Tu vois? Parce que, Mmh. même si aujourd'hui on peut faire le choix en se mariant de garder son nom de jeune fille, la majorité des gens, au niveau des femmes, prennent le nom de leur mari. C'est encore C'est quelque vrai. chose qui est assez commun. Et Mmh. donc moi, je me suis dit: «Mon nom de famille, je vais le perdre potentiellement». Tu vois? Il y a de grandes chances que, le jour où je me marierai, je ne pourrai plus le porter et du coup, je ne pourrai pas en faire l'héritage, tu vois? Je ne pourrai pas le transmettre et Mmh. donc moi, choisir ce nom de famille comme nom de plume, qui est le nom dans lequel j'ai grandi et qui, m'appartient encore malgré tout, c'est me permettre de, quoi qu'il arrive, le garder d'une manière ou d'une autre et de le transmettre en héritage. Je sais pas si ça a du sens ou pas, mais pour moi, ça en a C'est beaucoup. totalement oui, c'est pour le faire perdurer donc quoi qu'il advienne de ton, bah, nom civil, si tu le changes ou pas, comme ça va rester celui que tu as sur les réseaux et pour tes livres, ça permettra qu'il continue de vivre donc je comprends parfaitement. D'accord. Et d'ailleurs, mon grand-père paternel, quand je lui ai expliqué pourquoi, il s'était mis un peu à pleurer parce que pour lui, c'est une belle chose, en fait, de vouloir transmettre, son nom de famille et c'est toujours un truc très con de savoir que la plupart des femmes peuvent pas garder un nom de famille. C'est pour ça que c'est bien que ça Mmh. change, mais c'est vrai que c'est bon, c'est culturel alors que bon, finalement, je suis contente de pouvoir, en faire hériter d'une manière ou d'une autre. Mmh et tu jamais eu peur, bah, le fait d'utiliser ton vrai prénom? Alors c'est vrai que bon là, tes activités professionnelles ont un rapport dans tous les cas avec l'écriture, mais tu jamais eu peur, voilà, de mélanger tout ça? Tu sais, bon, bah, il y a toujours les comptes LinkedIn ou tout ce qui est, compte professionnel et que, ça te porte plus ou moins, entre guillemets, «préjudice», bah, je sais pas, pour ton master par exemple ou pour tes études, des stages ou autre? Pas du tout. Il se trouve que d'ailleurs, en entrepreneuriat, c'est ce qui a fait pencher la balance pour que je sois prise. Pour te dire, j'avais été prise même à des hautes écoles qui étaient intéressées par rapport à tout ce que je faisais. Donc, au contraire, ça avait même été un avantage pour moi et en plus, je faisais des études de com, de marketing, donc leur montrer que je savais gérer des réseaux sociaux, ça n'a jamais posé problème du tout. Après, c'est sûr que si j'avais été salariée, bah, bien sûr, à un moment donné, il faut séparer la vie professionnelle de la vie, écriture, mais je pense pas que ça aurait posé de problème dans le sens où tant que tu parles pas de ton travail,
sur les Mmh. réseaux sociaux. Bon, après, ça dépend de quel poste tu as, on est d'accord. Après, comme mon objectif n'a jamais vraiment été d'être salarié et que j'ai fait mes études parce que j'aimais bien ces études et que au cas où ça marcherait pas, bah, au pire, j'aurais été salariée, mais ça aurait pas été bien grave. Mais comme c'était pas l'objectif principal, je me suis pas vraiment préoccupée de ça. D'accord, OK. Bon, bah, ça fait sens. Et bah, est-ce que tu pourrais nous présenter ton roman, du coup, voilà, qui sort après, presque 6 ans de travail dur et acharné? Donc qu'est-ce que tu peux Pratiquement nous s dire sur Absolu? Ouais, pratiquement 6 ans jour pour jour, c'est beau quand même, hein? Mmh. Mais, OK. Absolu, c'est l'histoire d'une ville qui n'ouvre ses portes qu'une seule fois par an et qui contient à l'intérieur une créature, créature la plus monstrueuse jamais créée par l'humanité, dans sa quête de pouvoir et de puissance, et qui a détruit cette ville et a fait d'elle un tombeau à ciel ouvert, puisqu'elle était entourée d'un mur pour censé la protéger, et qui a fait d'elle un tombeau, puisque les gens qui étaient coincés à l'intérieur ont soit eu le temps de s'enfuir, soit ils sont restés d'une manière ou d'une autre. Et donc, chaque année, on envoie 100 personnes qui font partie de l'élite de la nation, qui viennent d'être diplômées, donc qui ont 20 ans, dans l'espoir d'arrêter cette créature qui s'appelle la chose, ou en tout cas que tout le monde surnomme la chose. Et ça fait 19 ans, du coup, qu'on envoie 100 personnes, à chaque fois dans un sas, qui fait que les gens qui sont à l'intérieur ne peuvent pas sortir. On ne sait pas ce qui se passe à l'intérieur, mais tout ce qu'on sait, c'est que la chose est toujours active, donc elle n'a pas été tuée. Elle est toujours là. Et on arrive à la 20e génération, où on suit 3 personnages de cette 20e génération qui vont être mobilisés pour entrer dans la zone. Prime et Johanna, qui sont tous les 2 des amis d'enfance, qui se connaissent depuis pratiquement leur naissance, qui ont grandi ensemble, qui ont fait leurs études ensemble. Prime qui voulait devenir instructeur de combat, mais pas du tout entrer dans l'armée. Johanna qui voulait devenir chercheuse médicale et qui est extrêmement intelligente. Et la troisième personne qui les connaît pas du tout, c'est Edvard, un linguiste surdoué. Il sait parler 8 langues, la langue des signes, enfin il est incroyable en termes de langue. Mais par contre, niveau compétences militaires, c'est zéro. Et ils sont tous les 3 mobilisés pour entrer dans la zone et ils savent pas ce qui se passe et c'est la découverte de qu'est-ce qui se passe à l'intérieur depuis 20 ans et est-ce qu'on arrivera à accomplir cette mission qui permettrait à tout le monde d'en sortir de la zone? Bah, Donc voilà. j'ai hâte d'être au 1er février. Je vais tout découvrir. Je voulais te parler aussi de tes inspirations parce que c'est vrai qu'on te fait souvent, on te dit: «Ah, ça me fait penser un peu à Hunger Games». Bon, tu parlais, voilà, des dystopies que tu as découvert, étant ado, le labyrinthe également. Personnellement, quand tu me présentes le livre, je pense direct au Minotaure, tu vois? Le Oui. labyrinthe un peu, le fait qu'il y a un monstre à l'intérieur, on envoie des gens, on sait pas trop ce qui se passe et cetera. Et donc je voulais savoir, voilà, est-ce qu'il y a un petit peu de mythologie dans tes inspirations ou alors, est-ce que ça a été plutôt, tes lectures, ado? Alors ce qui est marrant, c'est que les gens pensent à Hunger Games et le labyrinthe, mais effectivement, moi je pense plutôt déjà à la base du mythe du Minotaure, parce que Hunger Games et le labyrinthe sont inspirés du mythe du Minotaure. Tu vois ce que je Oui. veux dire? En fait, c'est juste les gens font la corrélation des choses récentes qu'ils connaissent, mais on a tous la même base qui est ce mythe du Minotaure et donc en soi, le décor est proche de ce qu'on pourrait voir dans Hunger Games et le labyrinthe, mais en termes d'histoire, de narration, de manière de faire, je me sens pas proche d'Hunger Games et du labyrinthe. Je sais pas comment te dire. Au niveau de Mmh l'ambiance, mh. oui, je comprends que les gens ressentent cette ambiance parce que effectivement, on est dans une ambiance, post-apo, finalement intérieure, dystopique, que les gens ont déjà vu dans des Hunger Games et des labyrinthes, donc c'est logique qu'ils y voient un rapprochement. Mais par contre, en termes de scénario, de manière de construire l'univers et tout, moi, je suis beaucoup plus proche de Fullmetal Alchemist, la Stague des Titans, de Degreman ou en fait des scénarios de manga finalement qui ont beaucoup, beaucoup, inspiré la jeune autrice que je suis. Parce que je regarde, des animés depuis que j'ai l'âge de 10 ans à peu près et encore je regardais même avant sans savoir que c'était des animés simplement et je pense que ça a énormément, marqué ma manière d'écrire des histoires, de construire des scénarios. D'ailleurs, par exemple, Absolu, il y a beaucoup de gens qui me disent: «Ah, il y a beaucoup de personnages, je suis pas habituée». Mais parce que moi, je suis habituée à voir des animés où, pour le coup, le fait qu'il y ait beaucoup de personnages, c'est presque Mmh. commun. Tu vois ce que je veux Ouais. dire? Les Genre shonen et on est cetera en habitué. fonction des épisodes. Mmh.
Exactement, on est habitué à avoir énormément de personnages, à avoir une diversité de personnages et ça perturbe pas les gens qui sont habitués à regarder des animés ou à lire des mangas. Là où, en lecteur, la plupart des gens sont pas trop habitués à ça, tu vois? Je sais pas, enfin, il y a pas du tout ce même nombre de personnages importants. Tu vois ce que je veux dire? Et donc Ouais. ouais, au niveau des inspirations, c'est plus ça et effectivement la le mythe du Minotaure qui est d'ailleurs, à un moment donné, cité dans le roman. On en parle mais en termes de mythologie pure, même si effectivement 2 fois je cite la mythologie grecque, on est beaucoup plus proche de la mythologie slave et il y a beaucoup de références à la mythologie slave puisque l'histoire se passe à Varsovie en Pologne et donc il y a beaucoup de termes qui viennent de la mythologie slave et ça s'intensifie au fur et à mesure de la saga. Donc bon, je dirais que la mythologie est importante dans tous les cas. D'accord, OK, très bien. Et bah, je voulais te poser une question sur une deuxième influence, qui est celle de la dystopie, on va dire militaire. Parce que tu parles de l'armée et on sent bien, bon, bah, dans tes cosplays qu'on a pu voir sur les réseaux sociaux, sur la couverture, qu'il y a voilà cette structure, on va dire. Donc pourquoi avoir choisi, de partir de ce côté-là, donc plutôt combattant, plutôt armé, heu, qu'une autre, possibilité qui aurait pu, peut-être pour rentrer dans la zone, je ne sais pas? Bah, je pense que c'est effectivement les influences de Fullmetal Alchemist et de l'Attaque Mmh. des Titans, pour le coup. Là, tu vois, dans le côté armée, dans le côté mission, dans le côté, enfant soldat, on est c'est pour le coup, c'est ce qui m'inspire le plus et moi, c'est quelque chose que j'aime énormément parce que, bah, 20 ans, c'est pas trop jeune pour être envoyé à la guerre, les guerres précédentes nous l'ont bien prouvé, hein, malheureusement et c'est beau Mmh. être jeune, c'est pas trop jeune, visiblement. Et pourtant, effectivement, on est toujours en construction de soi-même et je trouve que c'est intéressant dans le cadre militaire de développer tout ça. Puis ça fait sens pour moi. Parce que, tu vois, par exemple, les Hunger Games, ils sont envoyés dans les Hunger Games parce que c'est une punition. On fait peur aux gens en envoyant des enfants sans défense, d'accord? Ensuite, le labyrinthe, c'est des sujets d'expérience, tu vois? À un moment donné, on les choisit pour des trucs spécifiques. La zone, on envoie des personnes compétentes, tu vois? On Mmh. n'envoie pas n'importe qui. Donc forcément, le fait que ce soit l'armée et le fait que ce soit le soldat, ça faisait sens pour moi. Ouais. Bah, ça me rappelle finalement, puisque tu le citais tout à l'heure, des Greyman bon, eux, c'est des exorcistes, donc tu as le côté un Oui, petit peu religieux, mais il y a quand même le côté armé, le fait qu'il y ait les oui. uniformes et cetera et chacun a bon, eux, c'est des pouvoirs surnaturels, mais des capacités particulières, c'est pour ça qu'ils sont choisis pour telle mission, et le côté, voilà, sacrifice également, on va dire, l'élite. Oui, oui, clairement, je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de Degreyman, alors que Degreyman, l'univers est extrêmement différent, hein, pour le coup. Oui, oui. Mais dans ce côté, encore une fois, enfant soldat, les capacités, tout ça, tu auras l'occasion de le lire en lisant Absolu. Mais il y a énormément aussi de Degreyman dans Absolu. Et même si ça saute pas aux yeux, mais quelqu'un qui l'a lu et quelqu'un qui connaît le manga, je pense, verrait les rapprochements et pourrait faire des rapprochements facilement. J'ai très hâte et je suis trop contente en fait que tu parles à chaque fois de Degreyman dans dans tes TikTok et cetera parce que, bah, c'est vrai que bon, notre génération, il y a quelques années, mais il y a une dizaine d'années déjà, c'était, vraiment la grosse vague pour, bah, il y a l'animé mais qui se terminait bien avant le manga parce qu'il est toujours en cours et il est pas assez connu en fait, il est tellement sous-coté alors qu'il y a un world building, hallucinant, De ouf. donc voilà. Ouais. À chaque fois, je fangirl quand t'en parles parce que je sais qu'il y a des gens qui vont le commencer. Je suis en mode: «Oui, justice pour Allen et ses amis». Mais tu vois, c'est marrant, dans TikTok, des fois, j'ai des commentaires en mode: «Enfin! Enfin, je tombe sur le TikTok d'Egreman!» et je suis en mode: «Great, OK, Je vous crois qu'on est semblez une être à la petite recherche de fanbase, ça». la petite fanbase française, tu vois, qui qui résiste, qui se retrouve petit à petit, Peut-être, peut-être bien, effectivement et c'est vrai que, moi, je pense que tu verras les inspirations, forcément et en plus et de plus en plus au fur et à mesure des tomes, encore une fois. Bon, Bon, super, vraiment, j'ai hâte d'en le discuter. Hung c'est ça, le Hunger Games et le labyrinthe, je pense que tu le vois fort au début, parce qu'il y a le Mmh. côté arène, il y a le tu Bien vois? sûr. Qui fait que l'ambiance est vraiment similaire là-dessus et donc forcément et puis au fur et à mesure que tu avances, je pense que c'est un truc que tu oublies, et que tu vois plus et où tu vois les autres inspirations beaucoup plus fortes, en fait, qui grimpent, quoi. Donc voilà. Mmh. Oui et puis, enfin, les inspirations dans tous les cas, ça veut pas dire que tu as pris, un bout de chaque chose et que tu as fait un patchwork et que tu l'as mis dans ton livre. Bah si. C'est vraiment OK, mais donc il y en a une qui s'appelle Katniss qui se retrouve en pouf!
Il y a des Non, mais titans qui entrent, tu savais pas? voilà, au passage, et puis voilà, des exorcistes au milieu. On sait pas ce qu'ils font. Non, mais je voulais dire dans le sens où forcément, quand tu as lu, voilà, ou que tu as vu les adaptations, tu peux reconnaître certains éléments. Mais c'est là, ce qui est important de voir qu'il faut nourrir sa plume. Et voilà, quand tu as des influences bah, en commun, tu vas les voir. Mais après, tu as tendance à les oublier parce que bah, tu as ton propre world building qui prend le dessus aussi, quoi. Bien sûr, puis en plus, c'est un truc que j'adore faire, le world building, donc j'aime bien aller creuser, creuser, creuser encore, essayer de voir si je peux pas, l'améliorer, chercher des en fait, pour moi, ça doit être construit en même temps que les personnages, donc au fur et à mesure Mm. que j'apprends à connaître les personnages, le world building se développe. Tout à fait. Et bon, bah, tout à l'heure, je parlais des uniformes et donc on les voit magnifiquement sur ta couverture. Comme, je pense, tous tes lecteurs, je suis absolument amoureuse, de cette couve. Et bah, en fait, tout simplement, est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu le processus de sa création et l'échange avec, l'illustratrice? Extrêmement drôle, les uniformes. En fait, c'est la première fois que je les ai créés, j'ai juste créé en fait, je tu vois, la chose encore, je l'avais dessinée. Donc je savais à quoi elle ressemblait. Les uniformes, c'était flou dans ma tête, je savais pas trop Mmh. et donc à un moment donné, je me suis dit: «Bon Margot, faut peut-être quand même les décrire un jour ou l'autre, tes uniformes» et du coup, je me suis dit: «OK, j'ai des protections aux épaules, aux coudes, aux genoux et j'ai des bandes» et j'ai juste écrit ça et le premier fan art m'a mis un plastron. OK. Alors que je l'avais pas écrit, tu vois, par exemple. Et je me suis dit: «C'est vrai que c'est utile un plastron». Donc je l'ai rajouté dans mon temps en me disant: «Ah effectivement, un plastron, c'est pas si déconnant» et en fait, c'est les fan art qui ont surtout en fait, moi, j'ai donné une illustration assez basique, le gris du tissu, le fait qu'il y ait des plastrons, tout ça, mais j'ai pas tellement décrit l'uniforme pour laisser à chacun la manière enfin, lui laisser une opportunité d'imaginer. Mais ce qui est marrant, c'est que, bah, du coup, les fanarts se sont chargés pour moi de le faire et de l'imaginer et chaque artiste qui me fait des fanarts fait l'uniforme de façon différente. Donc je trouve ça assez chouette pour le coup, tu vois? Oui, et puis, bah, c'est vrai quand on part de quelque chose d'assez libre, donc comment c'est décrit dans le livre, tu peux après imaginer, et c'est bien que ça ait rebondi pour ensuite voir une autre version plus ou moins finale sur la couverture. Par rapport à la couverture, comment s'est passé l'échange avec, l'illustratrice? Je sais que tu en as parlé un petit peu sur ton podcast, parce que c'est par le biais de ta maison d'édition. Puis en plus, c'est une illustratrice qui travaille également pour une de tes autrices préférées. Mais voilà, comment ça s'est passé un petit peu tout ce qui était, décisionnel, OK, bah, on va faire apparaître tel personnage, telle scène, ce genre de choses? Alors, en fait, au départ, j'avais fait une illustration pour mes proches et moi et c'était pas une illustration avec des personnages. Je l'avais fait maison et tout et j'aime bien les romans où on voit pas forcément les personnages. Vraiment et je m'étais dit: «Bah, si on arrive à faire en sorte qu'on voit pas les personnages, ça m'irait bien». J'ai pas forcément envie de qu'on voit des personnages et donc quand j'ai signé avec Big Bang, je me suis dit: «OK, s'ils me disent qu'ils veulent voir les personnages, faut vraiment que j'aime la patte de l'artiste. Sinon, c'est non». Parce que j'ai genre c'est moins mon truc, je préfère quand on les voit pas, donc faut vraiment que j'aime l'artiste et là, je reçois le mail de mon éditrice qui me dit: «On veut faire des personnages». Je dis: «Bon, d'accord». Voilà, tu l'artiste et l'artiste en question, c'était Magdalena Pokowska, que je ne connaissais pas, mais je connaissais son travail parce que, bah, j'avais déjà vu son travail sur des couvertures de livres que je n'avais jamais lus, hein. J'ai jamais lu aucun livre où elle a fait la couverture d'elle, enfin, on a fait de couverture, mais j'avais déjà vu son travail, notamment parce que j'ai des amis qui sont fans de Dark Rise et qui m'avaient Ouais. déjà montré les livres, tu vois? Mmh. Et j'ai été regarder un petit peu son compte et je me suis dit: «OK, en fait, ça marche de fou». Sa patte est totalement liée à l'univers de mon roman, j'adore ce qu'elle fait et en fouillant un petit peu sur internet, je me suis rendu compte qu'en plus, elle était polonaise et qu'elle vivait à Varsovie. Ce qui est quand même un assez beau hasard. Ouais. Donc j'ai dit oui à mon éditrice pour travailler avec elle et mon éditrice m'a dit: «OK, qui on met? Prime ou Edvard?» parce que c'était forcément l'un des 2 pour ce tome 1, c'était obligé et du coup, je lui dis ça, je lui dis: «Bah, écoute, à choisir, je pense qu'on devra mettre Prime, mais ça me brise le cœur, très honnêtement, de pas mettre Edvard sur cette tome 1» et mon éditrice, son personnage préféré, c'est Edvard aussi. Elle me fait: «Oui, ça me brise aussi le cœur parce que je sais que tu as raison. Attends, je vais demander si on peut pas mettre 2 personnages» et donc les jours passent, elle revient, elle fait: «OK, on peut mettre 2 personnages. Comment tu les imagines? Dans quelle position tu les imagines?» et c'est là où je me suis dit: «Bah, moi, je les imagine dos à dos».
avec Edward qui a le regard tourné vers le bas et Prime qui a le regard légèrement tourné vers le haut, entre regarder droit devant lui et légèrement tourné vers le haut, pour qu'il y ait une diagonale un peu dans leur regard et dans leur taille, parce qu'en plus, Prime est très grand, Edward assez petit. Donc ça faisait sens en fait de faire cette ligne en diagonale. Et aussi, ça fait sens la manière dont Edward regarde vers le bas et Prime regarde vers le haut par rapport à leur personnalité. Et donc, finalement, c'est comme ça que ça s'est fait. Après, mon illustratrice étant polonaise, il a fallu que je lui fasse un brief en anglais. Donc, j'ai Mmh. fait le brief en décrivant l'univers, en lui faisant un résumé, en lui mettant des images d'inspiration sur l'univers pour qu'elle voit un peu l'ambiance qu'il y avait à l'intérieur. Puis, j'ai fait des fiches personnages avec une description extrêmement précise, la forme du nez, la taille des épaules, la taille tout court, le poids, si de la musculature plus ou moins visible. Vraiment, tout était extrêmement décrit et j'ai mis les fan art pour qu'en OK. plus, elle puisse voir la manière dont les gens se les représentaient. Et c'est comme ça, quand j'ai eu un premier croquis, avec juste leur position et où je me suis dit: «OK, on est bon en fait, tout va bien» et même elle en fait a retravaillé l'uniforme comme elle l'imaginait par rapport à la description parce que j'avais fait une description écrite en plus, des fan art et elle a fait l'uniforme légèrement différent par rapport à tout ce qui avait déjà été fait. Donc comme quoi finalement vraiment l'uniforme est réinterprétable comme tu veux en fonction de ce que tu vois quand tu lis la description. Tu vois ce que je veux dire? Donc Mmh. c'était Ouais. amusant, elle a pas juste copié ce qui avait déjà été fait, elle a réimaginé et donc voilà et là je suis en train de travailler le brief pour le tome 2. Donc OK, ça y est. Mais c'est bien, donc mmh tu au moins tu connaîtras la couverture, pendant ta rédaction, finalement? Peut-être pas après, elle a un emploi du temps très chargé, hein, tu OK, sais? Donc potentiellement je l'aurai pas tout de suite la couverture, même si je fais le brief maintenant. d'accord. D'accord. Mais je trouve ça, super en fait, que tu aies pu être impliquée de A à Z et que tu aies eu ce dialogue avec l'illustratrice parce que c'est vrai que tout dépend les maisons d'édition. Il y a des choix qui sont faits, l'auteur ne peut pas toujours, être impliqué comme il ou elle le souhaiterait. Donc le fait que tu aies dialogué directement et en plus en anglais, je trouve ça grave cool. Mmh. Ma maison d'édition est incroyable. Je leur fais un petit big up pendant qu'ils passent par là, mais ils font tout pour que le roman marche et ils Ouais. m'impliquent à tous les niveaux, vraiment. Ils sont toujours là à me dire: «Bah, voilà, toi, t'en penses quoi? Toi, tu voudrais faire ça?» Ils font des surprises. C'est eux qui ont décidé de faire finalement un hardback alors que, pour le coup, c'était pas dans le contrat de base d'en faire un. Mmh. C'est l un membre du taf qui m'a dit: «Bah, voilà, on veut mettre une illustration à l'intérieur. Tiens, on va rajouter des fleurs». Ils font en fait tout le boulot tout le temps et à chaque fois, ils m'impliquent dedans, à chaque fois, ils me font des surprises donc là-dessus, je ne pouvais pas rêver mieux comme maison d'édition. Bah, c'est génial et on voit vraiment, voilà, dans la communication, par rapport, à Absolu, bah, je vais te poser la question justement les goodies aussi. Il y a eu, plein de choses aussi au niveau des salons, enfin, tu as les dédicaces qui arrivent et c'est cool de voir en fait toute cette mise en avant, pendant les précommandes et jusqu'à la sortie du roman. Et pareil, voilà, les goodies, du coup, je voulais savoir si tu avais été impliquée donc pour choisir, bah, les numéros de matricule, et un petit Bien peu sûr. aussi les tampons, enfin les stickers, ce genre de choses. Ah bah, pour te dire, quand j'ai signé le contrat, les goodies, c'était quelque chose qui me tenait à cœur. Donc, je leur ai dit: «Est-ce OK. que même si je vous cède les droits des goodies, j'aurai toujours le droit d'en faire?» Et ils m'ont dit: «Pas de souci, si on en parle à chaque fois avant, bah, on peut s'arranger à chaque fois pour que, bah, toi, si tu as envie d'en faire à l'avenir, tu puisses et nous, bah, du coup, on récupère quand même les droits». Donc ça s'est fait de Mmh. façon très clean et encore une fois, je pensais pas qu'ils allaient en faire pour le moment, tu vois? Et finalement, ils m'ont dit assez rapidement: «On va faire des goodies, on veut faire des goodies. Qu'est-ce que toi, que tu imaginerais comme goodies?» On a l'idée d'une planche à stickers, notamment parce qu'ils avaient vu les illustrations des spécialités, donc ils se sont dit: «Ça, Mmh. pour faire une planche à stickers, c'est trop cool» et j'étais d'accord avec eux et ils me disent: «Est-ce que tu as une autre idée de goodies?» Et je leur ai dit: «Bah, les matricules». Ils me font: «Ouais, on s'en doutait un petit peu» et qui est-ce que tu verrais? Bah, je fais: «Bah, les 3 personnages du résumé, quoi». Genre, Mmh. Prim, Johanna, Edward. C'est logique que ce soit eux 3 qui ont leur matricule parce on pouvait pas tous les faire, donc on en a fait 3 et ce qui est très bien, c'est que là, on n'en a pas encore communiqué, mais quand je suis allée les voir, début janvier, j'ai été voir la personne qui est chargée de les commander, de les créer et elle a tout fait pour que ce soit le plus éthique possible. Genre, c'est pas fait à l'autre bout du monde, c'est fait en France avec des C'est matériaux génial. éthiques et tout. Donc vraiment, je me dis: «En fait, c'est un goodies qui, en plus,
pour moi, une valeur éthique et ça, c'est cool, tu vois? Genre, c'est pas fait à l'autre Ouais. bout du monde par des Mmh mh. travailleurs forcés. Genre, c'est quand même chouette que ce soit fait, bah, près de chez nous, avec des bons matériaux et tout. Donc je les ai pas encore vus les matricules parce que quand je ils les avaient pas encore reçus quand je suis allée les voir. Donc j'ai trop, Mmh. trop hâte, mais j'ai vu des petites photos et de ce que ça va donner et c'est très chouette. Bah, c'est super cool, en fait. Enfin, je te l'ai dit, hein, déjà, mais je trouve ça génial, une telle implication et puis, déjà ça il y a le côté hype et même pour les gens qui te suivent depuis, tellement de temps, donc avec les différentes versions et Wattpad et cetera. Le fait d'avoir ce petit objet bonus, pour vivre la lecture, c'est trop cool. Oui, je trouve aussi. Puis en plus, c'est un objet un peu différent de ce que tu as comme normalement comme goodies avec un livre, mais c'est tellement représentatif de ce roman que du coup ça marche bien. Parfaitement et bah, pour rester sur le sujet de la communication, tu l'as dit tout à l'heure, sur ton podcast, en ce moment, tu fais un épisode par jour, pour le promouvoir et répondre aux questions et parler plus amplement, voilà, bah, de j'allais dire l'énergie, mais on va dire le cœur, du roman. Notamment, bah, je pense à l'épisode où tu parlais de la Pologne, pourquoi, comment la Pologne t'avait choisi pour ce roman. Et ça a l'air énormément de boulot. Donc je voulais savoir comment tu gérais tout ça? Je ne gère pas, c'est tout simplement ça. En fait, c'est ça la non, en vrai, je gère parce que j'ai avant d'annoncer quoi que ce soit, j'ai quand même fait un brief pour voir si j'avais 30 idées d'épisodes, 31 même, 31 idées d'épisodes sur le mois de janvier que je pouvais sortir et j'en avais 28. Je fais: «Bah, en fait, Bon. ça va, tout va bien». Et pour le coup, le mois de janvier était assez calme pour moi, puisque j'ai pratiquement pas eu cours. En janvier, j'avais des dossiers à rendre et tout, mais des choses que j'avais déjà commencé à faire. Donc finalement, j'avais beaucoup de temps libre que j'ai pu consacrer à ça. Alors bien sûr, mon temps libre s'est vite rempli, mais du coup, j'ai hâte de repasser à 2 épisodes par semaine. Non pas parce que c'est fatigant comme rythme, parce qu'en vrai, j'ai pris l'habitude, donc ça va, mais surtout parce que j'ai pas envie d'épuiser, mes idées et Mmh. d'épuiser l'auditeur, tu vois? 2 épisodes Mmh. par semaine, c'est très bien. Ça me permet d'avoir des interviews, de faire des tables rondes, d'avoir des anecdoteurs. Là, forcément, j'ai eu qu'une seule interview et que 2 anecdoteurs sur les 31 épisodes de podcast. Donc c'est surtout moi qui parle et donc tous les jours, il faut trouver quelque chose à dire. Il faut trouver quelque chose sur lequel se pencher, sur lequel étudier pour ne pas lasser les personnes. Donc c'est vrai que j'ai hâte de revenir à un format de 2 par semaine, tout simplement pour ne pas lasser les gens, en fait, tout simplement. Oui, c'est vrai que c'est bon, tu as énormément de formats différents sur, ton podcast, mais le fait de devoir, monter tous les jours et enregistrer tous les jours, tu as peut-être moins de marche, enfin, de de marge, de mouvement plutôt, Mmh. plutôt que de marche, sur la longueur de tes épisodes. Enfin, tu pourrais pas faire des interviews d'1 heure tous les jours, par exemple. Non, Donc impossible. Même si en soi, les interviews, c'est très fatigant à tourner, mais je fais presque pas de montage dessus. Mais même les ouais, autres épisodes, je fais presque pas de montage dessus, donc c'est sûr que ça aide quand même pas mal. d'accord. Donc Alors avant de continuer, je fais toujours une petite pause en milieu d'interview pour faire une petite interview dans l'interview, et en ce moment, je fais un portrait chinois. Donc tu vas devoir te plier à quelques questions, pour, OK. qu'on sache un petit peu plus sur ton caractère. Mon Bon, Dieu, bah, voilà, chaque portrait fois je chinois, bug. non, non, t'inquiète pas, t'inquiète pas. C'est juste si tu étais quelque chose. Il n'y a aucune Mmh mh, pression. mmh. Mmh mh, mmh mh. Donc on va commencer facile. Si tu étais un parfum de thé? Enfin, je sais pas si c'est facile, en fait. Mmh. Je pense que je serais, vanille parce que je le prends tout le temps. C'est le parfum de thé que j'ai de base. Genre, je sens même plus le goût tellement je le prends ce thé-là. Mais sinon, en plus original, je dirais fleur d'oranger. Voilà. Mais c'est le truc que j'aime bien prendre de temps en temps. Mmh. Si tu étais une saison de l'année? Printemps. Mmh. Si tu étais une ville ou un pays? Mmh, alors ça. Hem, allez, je vais dire, l'Italie? Mmh. Si tu étais une matière scolaire? Les maths? OK, plot twist. J'ai vu ton regard choqué. Tu sais le regard un peu genre,
Ouais, j'aimais pas les OK. cours de français, ça m'ennuyait fort. J'aimais pas vraiment le fran en fait, je détestais les maths, mais ouais, bon, je pense qu'entre les 2 j'aurais choisi le français. Mais, je pense que de toutes les invitées, tu es la seule à choisir ça. Eh, mais j'ai tu sais que j'ai eu 17 au bac en maths j'étais en terminale S, moi j'adorais les maths, hein, vraiment, hein. Bah, écoute, j'aurais aimé être comme toi, ça me servirait aujourd'hui, je t'avoue, pour faire ma compta parfois parce que c'est un peu catastrophique. La dernière fois, j'ai aidé, bon, l'ami d'un ami, qui est au collège pour, je sais pas si c'était de la géométrie ou quelque chose comme ça, mais j'avais honte, je savais plus rien faire, c'était horrible. Ah, mais je pense que je ne sais plus rien faire non plus, hein. Mais j'avoue que le côté, des calculs, ça m'a toujours plu en fait en fait d'avoir l'impression de résoudre des problèmes, je c'est un truc que mon cerveau adore faire donc voilà. Non, mais écoute, je t'envie parce que je t'avoue que ce jour-là, j'étais en «Tu veux pas, des cours d'anglais ou d'espagnol plutôt là? Je ça je peux t'aider, mais les maths, non». Bah, tu vois, moi en OK. espagnol, j'étais une quille, donc comme quoi Bon, bah finalement, hein. si tu étais un de tes personnages, je connais déjà la réponse, mais Miko. ah non, bah, je ne connais pas la réponse alors. Non, Ed a beaucoup de choses de moi, mais je suis pas Mmh, Ed. Genre, j'ai d'accord. beaucoup d'amour pour lui et il a beaucoup de choses de moi. Mais entre tous les personnages, celui qui me ressemble le plus en personnalité, et c'est triste à dire, c'est Mikolai. Mikolai, genre vraiment là, d'ailleurs, ça me fait me remettre en question sur qui je suis. D'accord. On pourra juger ça du coup, bientôt. Si tu étais un type de musique, Les bandes originales de films, si c'est ce tu que étais un j'écoute. non, mais je comprends et puis pour écrire, c'est tellement épique, donc Ouais. c'est trop génial. Si tu étais un pouvoir magique, Mmh. Ça demande réflexion. Attends, là, pour le coup, c'est une vraie vas-y. question importante, tu vois? Pas le Ouais. genre de question que ah, je sais pas. Genre, je sais pas trop. Je veux pas lire dans les pensées des gens. Les gens, à mon avis, ils ont trop des Non. pensées méchantes, j'ai pas envie de savoir. La téléportation, c'est cool quand même parce que ça te permet de voyager plus vite, genre sans tu vois, il neige dehors, tu as envie d'aller en classe, boum, hop, tu es en classe. Genre c'est fou, tu vois? Genre c'est non, pourquoi pas la téléportation, même si le voyage importe plus que la destination? Attends, du coup, je cherche s'il y a pas un truc mieux et plus original que la téléportation quand même. Bon, je vais rester sur la téléportation parce que là, j'ai pas d'autres idées qui me viennent en tête. Mais en vrai, tu me reposes la question demain, je te dirai: «Pourquoi j'ai pas répondu autre chose?» Je sens que tu vas m'envoyer un message, sur Insta dans 20 minutes. «Ah putain, j'aurais dû choisir ça». Tant pis, c'est pas grave, je vivrai avec ce regret toute ma vie. Toute ta vie. Waouh, donc très dramatique quand même. Très dramatique, oui. Et bah, pour terminer ce portrait chinois, si tu pouvais ou si tu étais plutôt un mot pardon, ton visage. Quoi? Je réfléchis. C'est important, les mots ont un pouvoir, on est Je auteur, sais, d'accord? je sais. Mmh. Oh, sillage. J'adore. OK, Ouais. on conclut en beauté. Ça valait le coup que je réfléchisse un petit peu, tu vois? Mais oui, bien sûr. Alors j'ai une question, du coup j'avais posé, sur Instagram, enfin j'avais demandé à des lecteurs, lectrices, s'ils avaient des questions pour toi et j'en ai relevé une qui m'a fait beaucoup rire, pas par rapport à la personne, je l'embrasse très fort, mais c'est la façon dont elle est épousée, et c'était, comment tu gères la fame de la hype, du coup de de ton roman? C'est vraiment l'utilisation du mot fame qui m'a fait beaucoup rire, mais je comprends l'idée derrière. Voilà, et donc le stress, en fait, de ta publication prochaine. En vrai, ceux qui écoutent les podcasts en ce moment savent que mon stress a fait les montagnes russes dernièrement, mais que là, actuellement, là, au moment où on se fait cet épisode, tout va bien. Et comment je gère la fame? Je dirais que c'est heureusement que pour moi, ça a été progressif. C'est-à-dire Mmh, que je suis pas passée du jour au lendemain de 100 abonnés à presque 13 000, tu vois? J'ai fait 3 ans pour faire ça et donc ouais, en 3 ans, tu as le temps de t'habituer à chaque palier et à ce que ça devienne ta nouvelle normalité. Tu vois ce que je veux dire? Et ouais, donc il y a des choses qui me stresseraient de fou si je les faisais il y a 3 ans, alors que je les fais tranquillement aujourd'hui. Là où, bah, peut-être qu'aujourd'hui, il y a des choses qui me stressent et que dans 3 ans, ce sera devenu une nouvelle normalité. Donc je dirais qu'en fait,
faut pas vouloir avoir beaucoup d'abonnés ou beaucoup de vues trop vite. Parce Mmh. que c'est très dur à gérer et que d'ailleurs, par exemple, j'avais fait un TikTok qui avait extrêmement bien marché, qui avait fait plus de 300 000 vues et je me sentais pas prête et d'ailleurs, je l'ai mal vécu d'avoir fait autant de D'accord. vues, d'avoir eu autant de messages parce que justement, c'était trop, tu vois? Alors que les choses, quand ça se fait progressivement, tu as le temps à chaque fois de t'habituer et ce que ça devienne normal, même si ça l'est pas vraiment, tu vois, pour la plupart des gens et du coup, que ce soit moins stressant. J'en rigole avec des proches qui me disent: «Mais tu as écrit un roman, c'est fou» et moi je suis en mode: «Je connais des tas de personnes qui écrivent des romans», tu vois? Enfin, c'est devenu ma normalité. C'est et alors que ça l'était pas il y a 3 4 ans et il y a 3 4 ans, je serais en mode à chaque fois que je rencontre quelqu'un qui a fini un roman, je serais en mode: «Oh, tu es un dieu vivant», tu sais? Je sais en fait, on s'habitue à tout d'une façon générale. Oui, oui, oui et puis c'est surtout quand, voilà, on dialogue beaucoup avec des auteurs ou des autrices, tous les jours. Il y a des choses, qui nous paraissent un peu plus, lambda, on va dire et c'est après, comme tu dis, voilà, quand tu es confronté à tes proches, «Ah, tu as écrit, tant, de livres et ou tu es parti vivre dans tel pays, ou tu fais tel travail, nanana» et tu fais: «Ah, mais en fait, c'est cool. Je pensais que c'était normal, mais C'est c'est ça. sympa». Mmh. Donc faut pas comparer sa normalité avec celle de quelqu'un d'autre. Faut juste prendre le temps de d'upgrader sa normalité pour qu'elle de aille vers ce qu'on a envie de faire. Tout à fait. Tout à l'heure, tu parlais de tes études et donc tu es en deuxième master, donc entrepreneuriat et bah, tu as beaucoup de choses, à gérer et je voulais savoir, voilà, comment ça marchait pour toi cette, nouvelle, dynamique depuis, la rentrée scolaire? Non, mais j'ai l'impression d'être en vacances par rapport à l'année dernière. Dans le sens où mon master en entrepreneuriat, j'ai cours 2 jours par semaine et c'est lié à nos projets. Donc finalement, c'est très lié avec tout ce que je fais. Là où l'année dernière et l'année d'avant, j'étais en master en marketing et j'étais en alternance. Donc je faisais du 35 heures semaine, plus les semaines où j'étais en cours, où je faisais parfois du 45 heures, voire 50 heures semaine de cours. Et à côté de ça, je devais, bah, les semaines où j'étais en entreprise, travailler pour mes cours aussi tard le soir. J'avais, mes podcasts, j'avais l'écriture de mes romans. Donc finalement, ça va mieux, hein. J'ai envie de te dire, je me sens moins surchargée qu'avant et parce qu'avant, en termes de charge de travail, je faisais facilement du 70-80 heures semaine, tu vois? Enfin, parce que Mmh. cumuler tout bout à bout, Ouais. alors que là, maintenant, je fais des horaires de salarié, donc Mmh. tranquille, en fait. J'ai l'impression que c'est tout à fait tranquille, mon emploi du temps. Bon, ça doit te faire du bien quand même, Oui, après tout ce temps. oui, c'est vrai. Alors une autre, enfin, ça a un rapport avec, ce qu'on m'a envoyé sur Insta, donc tes lecteurs. Tu vas me dire si c'est une info ou une intox. On te qualifie souvent d'autrice sadique. Donc vrai ou faux? Ah, ah, c'est faux. Dans le sens où, je tue des personnages, je fais faire des choses à mes personnages qui sont pas toujours cool, mais c'est jamais gratuit, tu vois? Genre, c'est jamais fait pour mon propre plaisir, c'est toujours fait parce que c'est ce qu'il y a de mieux à faire pour le scénario et pour l'histoire. Donc oui, ça me fait plaisir quand j'arrive à faire pleurer des lecteurs, ce qui, dit comme ça, paraît sadique. Mais en fait, non, pas du tout. Ça veut juste dire que je suis satisfaite parce que, en tant qu'autrice, j'ai réussi à transmettre une émotion, tu vois? Donc je suis pas sadique du tout, c'est une fausse rumeur. Je dis ça parce que ça fait rire les gens et que du coup, à chaque fois, je suis en mode: «Oh bon, peut-être que j'ai encore fait un truc». Mais en vrai, c'est rien n'est jamais fait pour le plaisir de faire souffrir les lecteurs. Tout est toujours fait pour le scénario, pour l'intrigue, pour l'univers, pour les personnages. Bon, parfois contre les personnages, mais ça, ils y peuvent rien et le fait d'être heureux après quand on arrive à faire pleurer des gens, c'est juste dire: «Bah, j'ai su mettre les bons mots pour que l'émotion passe et que je fasse faire ressentir des choses à quelqu'un qui vit à des milliers de kilomètres de moi, juste avec 26 lettres de l'alphabet» et donc c'est ça, en fait, d'où je tire ma fierté, tu vois? Mmh. J'aime beaucoup la façon dont tu as, phrasé, ta réponse. Tu sais que je suis autrice? Il paraît! Il paraît que tu as un livre qui sort dans pas longtemps en plus. Faudrait qu'on en parle accessoirement. Une idée comme On ça. sait jamais, hein. Sur ton podcast, tu parles très ouvertement de tes doutes, de tes coups de mou, en écriture et bah, tu parles un petit peu aussi de la procrastination active sur les réseaux sociaux. Et ça, je suis une spécialiste. Donc comment tu arrives à la gérer? Est-ce que tu arrives à la gérer? C'est très dur.
Les gens qui procrastinent beaucoup, ce sont ceux qui ont le plus de perfectionnisme, de peur de l'échec et tout, parce que justement, quand tu procrastines, tu n'es pas en train d'échouer ou de faire quelque chose de mal, tu vois. Tu évites la tâche qui te fait peur. C'est ça la procrastination. Donc la procrastination active, c'est profiter d'éviter une tâche qui te fait peur pour en faire une que tu dois faire, mais qui est moins importante. Genre par exemple, faire des TikTok, tu vois. Genre c'est une bonne chose, ça aide à la com, mais c'est moins important qu'écrire ton roman. Mais pour autant, tu fais quand même quelque chose. Procrastination active. Et moi, par exemple, ce qui me permet de m'aider à combattre la procrastination active, c'est déjà de m'entourer de personnes qui font les tâches qui me font peur. C'est-à-dire que, par exemple, j'ai mon amie Clara qui vient très régulièrement chez moi et on écrit ensemble. Et parce que justement, le fait qu'elle écrive à côté de moi, bah, ça m'aide à me lancer aussi et à le faire. En termes d'écriture, suis passée en ce moment en G0, c'est-à-dire que je suis passée en full brouillon pour m'aider à me déstresser par rapport à la tâche. Et de façon générale, par exemple, les réseaux sociaux où j'ai vraiment une grosse tendance à procrastiner dessus, je me suis mis des limites d'horaire. C'est-à-dire que je ne vous répondrai jamais après 22 heures et jusqu'à 9 heures du matin parce que je ne peux plus ouvrir mes applications. Tu vois. Genre, C'est trop bien ça. Ouais, parce que sinon, et pareil, au-delà des limites d'horaire, j'ai mis des limites de temps. Genre TikTok, c'est pas plus d'1 heure par jour et déjà 1 heure, c'est beaucoup. Mais je sais que Mm. malheureusement, j'y passe souvent 1 heure par jour au minimum parce que le temps de chercher des sons, le temps de tourner des trucs et finalement, quand tu cherches des sons, tu finis par scroller et puis te rends compte que tu ne trouves pas le son que tu veux et qu'en fait, tu scrolles tout à l'infini. Donc c'est important, je pense, de se mettre des limites quand on sait qu'il y a des choses auxquelles on peut pas résister, tu vois? Ouais, tout à fait. Bah écoute, je vais peut-être. J'avais enlevé toutes les notifications des applications, donc déjà je Oui, ça reçois aussi. aucun des bips. Donc ça c'est important, mais je pense que je vais commencer à mettre aussi des timers pour tout ça. Oui, moi, Si ça peut aider. les notifications, j'ai que des notifications soit de messages personnels, soit sur Instagram de Mm. toutes les gens qui sont dans ma boîte prioritaire. Et il y en a pas tellement, Ouais. en vrai. Donc, du coup, ça limite énormément les notifications. Mm. Alors, avant de trouver ta maison d'édition, tu as publié une partie de ton roman sur Wattpad, mais à l'époque, tu partageais beaucoup ta peur du plagiat. Et je voulais savoir comment tu as réussi à la surmonter. D'en discuter avec d'autres personnes qui avaient publié leur roman sur Wattpad et au qui ça n'avait pas été un problème, en fait, et qui n'avaient pas vu ça. En gros, moi, depuis que je suis petite, j'écris sur internet, mais que des fanfictions. J'ai toujours posté sur internet une seulement et uniquement des fanfictions parce que je me disais, bah, justement, si on me plagie, c'est pas très grave. Genre, c'est pas mes personnages, c'est pas mon univers, c'est rien de grave. C'est juste l'idée de l'histoire, à la limite qu'on plagie, et c'est franchement pas un problème. Alors que mes romans, on m'avait toujours dit: «Ne mets pas sur internet, tu vas te faire plagier», et j'avais toujours entendu des histoires assez sordides là-dessus. Puis j'ai discuté avec Estelle, qui avait publié beaucoup de choses sur, Wattpad, avec Adji Twice, qui ont notamment été publiées grâce à Wattpad, avec d'autres personnes aussi en fait, ou Marie, Replin par exemple aussi, qui était sur Wattpad avant d'être publiée et que c'est comme ça qu'elle a été découverte. Où en fait on te dit: «Oui, le plagiat ça existe, et parfois, tu peux rien y faire, mais c'est quand même assez rare, à l'air de rien. Et donc, toi, en fait, quelqu'un qui te plagie, de façon générale, il a toujours un train de retard. Mhm. Parce qu'il sait pas, enfin, ce que tu comptes faire après. Là où toi, tu sais déjà ce que tu comptes faire après. Donc, il est juste en train d'essayer de te rattraper sans jamais pouvoir essayer de te rattraper. Et ça, c'est vrai dans tout, hein. Que ce soit dans l'écriture, que ce soit dans la manière dont tu communiques sur les réseaux. Quelqu'un qui te plagie, déjà, ça se voit. Et puis au-delà de se voir, parce que au-delà de ça, c'est normal qu'on s'inspire des uns des autres et il y a rien de mal à ça, surtout quand on démarre et qu'on sait pas trop la manière dont on veut communiquer. Mais au-delà de ça, une personne qui ne fait que plagier, qui ne cherche pas à se créer sa manière de communiquer, il y a un moment donné, elle est toujours en retard sur ce qui est en train d'être fait, tu vois? Parce qu'elle suit ce que les autres font. Et ben, en écriture, c'est un peu pareil. Si quelqu'un plagie ton texte ou ton histoire, que tu as mis le début, il a un début. Mais avec une idée, on peut faire 50 romans différents. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Donc, c'est pas pour autant que c'est dangereux. Et puis en plus, j'avais protégé mon roman, via la Société des gens de lettres, et je m'étais dit: «Ça me permet de me protéger un peu, ça protégera pas à 100, mais si quelqu'un fait un copier-coller de mon texte brut, au moins ça protège», tu vois? Mais c'est Mhm. clair que c'est pas facile. C'est pas facile, surtout quand on a peur et qu'on se dit: «Ah, c'est mon bébé, j'ai pas envie qu'on me le vole». Donc je comprends qu'on puisse être effrayé par ça. Mm. Oui, c'est un déclic hein, finalement à avoir, mais bon, tu as fait toutes les démarches, que ce soit légal finalement, et aussi travail sur soi, donc ça a aidé. Oui, j'essaye.
Et bah, on m'a parlé tout à l'heure, donc certains forcément tes livres sont arrivés dans certaines librairies, donc même s'ils sont pas encore en rayon. Et il y a une petite jaquette, qui est jaune, qui dit que le livre est une révélation Wattpad. Et du coup, je me posais la question parce que bon, moi je te connais d'Insta depuis bien plus longtemps, Oui. donc je l'aurais pas qualifié de révélation, Moi Wattpad. non plus. Pour le coup, D'accord. déjà, de façon générale, c'est les jaquettes, moi, c'est la première chose que je jette en rentrant chez moi. J'aime pas les jaquettes, Oui, ça me saoule. Donc c'est enfin les petits c'est un bandeau. J'aime pas les bandeaux, ça me oui. saoule, c'est donc on m'aurait demandé: «On met un bandeau?» j'aurais dit: «Non», parce que ça me saoule. Après, je comprends qu'ils le mettent parce que ça attire des lecteurs, Mmh mh. Mmh. mais c'est pas moi qui ai choisi le texte ni rien. Pour le coup, on m'a montré, les bandeaux est déjà imprimés. D'ailleurs, j'avais spécifié en mode: «Bon, vous êtes sûr, Wattpad?» Ils font: «Oui, t'inquiète pas», je fais: «Bon, d'accord, vous faites ce que vous voulez, hein, mais c'est vous les pros du marketing de l'édition». Mais c'est sûr que Mmh. bon, j'aurais choisi personnellement, je n'aurais pas mis de bandeau, encore Bien moins sûr. un bandeau sur Wattpad parce que, bah, en fait, je pense que ça induit en erreur certaines personnes qui pensent que je l'ai écrit pour Wattpad, alors qu'en fait, ce que j'ai posté sur Wattpad, c'était déjà la 8e réécriture, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Mais bon, après c'est pas franchement bien grave, ça attirera ou non des gens et tant pis, hein, au pire des cas, c'est pas très D'accord. grave, les gens le jetteront en rentrant chez eux. Oui, c'est vrai. Et donc justement en parlant de sorties, librairie, bon je vais parler de moi, mon ressenti par rapport à ce que je vois dans la com. Hem, j'ai l'impression que ton livre va signer une sorte de résurgence un peu de la dystopie young adulte, Ce serait j'insiste sur bien. ça. Bah, c'est ça et j'espère, je croise les doigts, parce que voilà, il y a en 2000 entre 2010 et 2014, on a eu, voilà, Hunger Games, Divergente, Maze Runner et ces genres de mastodontes, on va dire, de l'édition, young adulte, qui venaient des États-Unis. Et donc, est-ce qu'il y a d'autres trends ou est-ce qu'il y a, d'autres choses des années 2010-2014 que tu aimerais voir revenir? Ah non, rien d'autre. Déjà, attends, Juste la dystopie. il faut que mon genre revienne à la mode. Je vais pas commencer à souhaiter que d'autres genres reviennent à la mode. Et puis, il y avait quoi comme genre à la mode à cette époque? Parce que moi, je lisais que ça, donc je sais même pas, en fait, te dire ce qu'il y avait à la mode. Bah là, tout de suite, non, ouais, c'était tellement il y a en vrai, si, il y avait Je suis désolée, moi, je lisais que ça, donc en dehors de en ma en grande, je sais vrai pas ce qu'il y avait. après, il y avait un petit peu plus tout ce qui était, Percy Jackson et compagnie. Oui, Mais mais parce qu'il y avait Percy les films qui étaient Jackson, sortis, mais tu vois, c'était plutôt c'était mythologique. autre Ça restait chose. de la du YA, mais c'était pas dystopique, quoi. Tu en as d'autres de trends qu'il y avait entre 2010 et 2014? Bah, il y avait Harry Potter aussi, mais c'était que des films aussi, Non! tu vois? Harry Harry Potter, Potter c'était il y a 25 ans que c'est sorti, donc eh excuse-moi, c'était oh! pas entre 2010 et 2014. Mais les derniers tomes, ils sont le Les dernier tome, derniers il est sorti tomes, en quelle année? j'ai regardé, mais je suis à peu près sûre que c'est sorti bien avant, hein. Alors le film était de 2010, Harry Potter et les reliques de la mort. Ah, Donc le livre ne peut pas être OK. de 2010, je Oh! pense. Tu vois, je pensais que c'était Ah beaucoup ouais, plus tard. on dit de regarder pour savoir la date exacte de sortie, parce que ça m'intrigue du coup. 2007. Eh ouais, hein. Mon Dieu, mais le temps passe beaucoup trop vite. Je me suis C'est horrible! c'était un peu une question piège, hein, ce que tu m'as fait, hein, parce que si tu sais même Mais pas toi-même ce qui est sorti, enfin ce qu'il y avait comme genre. mais bon, c'était une question juste intéressée, voilà, si tu avais quelque chose que tu aimais à l'époque, que tu aimerais voir revenir, tu aurais pu dire des Greyman, c'était très bien. Je voulais pas te piéger, hein, c'était juste ce qui Ah, je suis t'intéressait. désolée, mais non. Non, déjà, en vrai, c'est déjà la science-fiction arrivait à reprendre un peu de galon après, ces quelques dernières années qui ont été très tournées romantasy, fae et C'est vrai, ouais. moi, j'ai essayé de lire. En vrai, j'adore la fantasy, donc j'ai trouvé des choses que j'aimais bien. Après, les fae, j'ai pas toujours été très emballée, mais bon, c'est un avis personnel. Ça marche, donc c'est qu'il y a du public. Mmh mh. Mais c'est vrai que j'ai pas mal de lecteurs qui commencent à dire se sentir un peu lassés du genre. Donc s'ils pouvaient se réintéresser à la dystopie, ça m'arrangerait, tu vois? Oui, mais après c'est un peu une, roue perpétuelle. Enfin voilà, tu avais les Oui. Twilight, tu avais donc On Ça, s'est c'était mangé encore des avant? vampires et des loups-garous, je sais, c'était 2007-2008, je sais, c'était avant. Ça, je me souviens. Mais je veux dire, pendant un moment, on a eu tous les vampires, après on a eu tous les anges, tous les loups-garous, Mmh. tous les aliens, Oui, tous les je métamorphes. j'en Donc ai lu pas mal des trucs comme ça, de l'urban fantasy, ouais, à donf, ouais.
Donc voilà, en ce moment, c'est tout ce qui est FAE et réécriture plus ou moins de contes d'une certaine manière, et Oui. de Shakespeare d'ailleurs. Donc voilà, il faut attendre que ça tourne côté dystopie. Ah! J'aimerais bien aussi, en vrai, la Dark Academia, d'ailleurs, j'en ai parlé avec mon Mmh, éditrice. Ça, j'avoue que s'il y a pouvait y avoir de plus de Dark Academia ou des romans traduits en France, j'aimerais bien en lire. Je connais pas du tout le genre vraiment, j'ai presque jamais rien lu en Dark Academia, mais je suis curieuse. Donc si ça pouvait arriver jusque dans le territoire français, ça m'arrangerait. d'accord, OK. On va essayer de poser ça dans l'univers, si une maison d'édition veut traduire du ou avoir des auteurs français qui font de Dark Academia, peut-être C'est que ça encore va être mieux. sur nos étagères dans pas longtemps. Et donc bon, là, on a parlé un peu du passé, mais pour le futur, je voulais savoir si tu avais des nouveaux défis littéraires ou des nouveaux projets, qui t'attendent ou sur lesquels tu travailles actuellement? Alors, en termes de lecture, je lis 15 livres à la fois, mais en termes d'écriture, c'est un projet à la fois. Genre, pour le coup non, mais c'est là où c'est marrant, mais en écriture, je ne suis jamais sur 2 projets en même temps. Donc, c'est-à-dire que si j'ai des idées d'univers qui me viennent en tête, je fais rapidement un tableau Pinterest ou une playlist où je note mes quelques idées dans un coin, puis j'y touche plus et je regarde plus pendant des années, parfois. Donc et c'est ça juste ça vit dans un coin de ma tête, mais je m'y intéresse pas et je concentre pas ma réflexion dessus. Donc pour le moment, te dire ce qu'il y aura après Absolu, j'ai quelques idées d'univers, mais comme j'y travaille pas, je saurais pas te dire pour l'instant, parce que mon esprit est totalement focus sur l'écriture de ma saga. D'accord, OK. Récemment, tu as pitché ton roman devant, un groupe, de libraires, Mmh. et je voulais savoir si tu aurais des tips, peut-être pour, d'autres personnes qui voudraient faire, la même chose? Bien sûr. Alors déjà, il faut savoir que, bah, j'ai fait des études de com. Donc, l'apprendre à parler en public, c'est un peu la base de ce que tu apprends. On fait des oraux toutes les semaines, plusieurs fois par semaine. Tu as des cours pour t'apprendre à t'exprimer en public. On avait eu des cours d'impro, de théâtre, on a eu des cours d'expression orale. Donc, ça fait vraiment partie de la formation que j'ai eue. Donc, c'est sûr que je suis arrivée devant ces libraires excitée, mais pas stressée et à l'aise. Tu vois, parce que ce genre de truc, je l'ai malgré tout quand même souvent fait et devant des salles beaucoup plus grosses. Donc là-dessus, c'est vrai que c'est à prendre en compte dans tout ce que je vais dire. Déjà, il faut savoir que la posture, ça aide énormément. Se tenir droit, épaules en arrière, les pieds bien ancrés dans le sol. Genre, tu dois pas être en train de te balancer sur tes pieds. Parce que ça, y a rien de pire pour toi. Genre, t'es en déséquilibre. Tu peux marcher, faut occuper l'espace en fait. Genre, t'es pas obligé de courir dans tous les sens, ni rien, mais juste, tu peux évoluer en fonction de ce qu'il y a derrière toi. Si t'as un diapo derrière toi ou de la salle, le regard vers l'avant et souvent tourner la tête dans le sens où essaye de regarder tout le monde. Tu pas obligé de les regarder. Moi, la plupart du temps, je regarde les fronts. Donc je regarde les Mmh. fronts ou les crânes, ce qui fait que j'ai pas l'impression de voir les gens, mais eux ont l'impression que je les regarde. Donc c'est beaucoup plus agréable pour eux. Puis ça donne il faut faire bien attention à pas regarder que d'un seul côté, puisque sinon les autres ont l'impression qu'on leur parle pas, tu vois? Donc ça, c'est juste en termes de posture. Tu peux parler avec les mains, si tu te sens à l'aise à parler avec les mains. Moi, par exemple, je parle beaucoup avec les mains. C'est-à-dire que mon podcast, j'arrête pas de taper dans le micro parce que je parle trop avec les mains. Mais si, par exemple, tu as les mains qui tremblent, tu sais pas contre le tremblement, tu n'y arrives pas, tu prends un stylo. Tu prends un stylo, tu prends une feuille, tu prends ton livre, tu prends un truc que tu peux maintenir entre tes mains pour cacher ce tremblement et pour que ce soit plus facile pour toi parce que tu as quelque chose que tu es en train de tenir. Le micro posé sur le menton, pas la bouche directement dessus, sinon ça va faire du frottement si tu as un micro. Donc là, c'est vraiment tout ce qui est posture du corps, tu vois? Pareil, si tu sais que tu vas toucher tes cheveux, attache-les. On touche pas les cheveux, c'est très désagréable, pour les personnes en face de toi. Donc ça, c'est le corps. Au niveau de la respiration, avant de démarrer, tu prends bien le temps de respirer. C'est pas une course, vaut mieux prendre un peu plus de temps que y aller trop vite et t'essouffler au fur et à mesure. Donc là, c'est vraiment en termes de corporel et après en termes de pitch, donc savoir comment présenter son histoire. Je sais pas si tu connais l'elevator pitch? Oui. Voilà, donc un truc où tu dois être capable de pouvoir pitcher ton histoire en moins de 3 minutes. C'est comme si tu entrais dans un ascenseur que genre tu visites une maison d'édition, tu entres dans un ascenseur et il y a l'éditeur qui rentre dans l'ascenseur avec toi. Le temps de monter, tu as 3 minutes pour pitcher ton roman. C'est à peu près ça et en fait, c'est ce qu'il faut viser quand tu présentes ton roman, c'est de savoir, le pitcher en 3 minutes. La première chose, c'est de poser le contexte. Genre, par exemple, moi, quand je t'ai pitché mon roman, je t'ai dit: «Entrer dans une ville qui nous séporte qu'une fois par an». Genre, c'est une phrase, tu vois, qui va venir
te piquer et après je vais rapidement dire, bah, voilà, que c'est de la dystopie fantastique. Je peux aussi dire dans quel livre ça se rapproche. Par exemple, j'ai fait un TikTok où j'ai dit, bah, est-ce que vous êtes fan d'Hunger Games, Le Labyrinthe, Fullmetal Alchemist, The Green Man? Là, tout de suite, les gens qui aiment bien et qui connaissent, bah, du coup, ils peuvent savoir dans quel univers tu vas les projeter. Ensuite, tu présentes les personnages rapidement. Genre, tu dis pas juste Prime va être sélectionné pour la zone. Tu dis non, on a 3 personnes sélectionnées pour la zone qui font partie de l'élite. Prime qui voulait devenir instructeur militaire, donc qui a déjà des compétences militaires. Par exemple, je t'ai dit tout à l'heure, bah, Edvard, lui, il est super fort en langue, mais il est terrifié parce qu'il a 0 compétences militaires. Je te l'ai présenté. Oui, et si j'avais pas de choses à présenter, j'aurais dit, bah, 3 jeunes personnes qui font partie de l'élite de leur génération vont être mobilisées pour la zone. Ça marche très bien aussi. Vaut mieux être plus impersonnel que trop personnel. Si tu dis juste un prénom, la personne elle va se dire je sais pas de qui on parle. Donc ça me permet pas de me raccrocher. Aussi dire la cible. J'étais face au libraire, j'ai plusieurs fois répété que même si les personnages ont au minimum 20 ans, c'était toujours du young adult et avec des thématiques de young adult. D'ailleurs, tu peux parler de tes thématiques. Par exemple, je leur ai dit, bah voilà, on est dans le passage à l'âge adulte, la recherche d'identité, de vérité, l'amitié, fin de famille. Et tu vois, tu peux parler de certains tropes, de certaines choses qui ont lieu dans ton roman. Donc voilà, et à la fin, tu remercies les gens en face de toi et tu leur dis que s'ils ont le moindre question, il ne faut pas hésiter à les poser. Tu donnes tes coordonnées, notamment si tu as un compte Instagram et tout, c'est une bonne chose. Et voilà comment on pitch une histoire. Eh bien, dis donc, j'espère que tout le monde a pris des notes. Comme ça, vous pouvez aller au libraire du coin, là, chez vous, dans votre village ou votre ville, et vous pouvez pitcher votre roman, c'est parti. Si ça peut aider quelqu'un, c'est tant mieux. Ces dernières années, on t'a vu grandir et évoluer avec ton podcast, les réseaux, ton livre. Qu'est-ce que tu dirais à la Margot de 2017? Continue, tu fais la bonne chose. Je lui dirai rien parce que je pense que je me donnerais un conseil qui pourrait la faire trop cogiter et du coup qui me ferait dévier de chemin. Donc en vrai, la plupart du temps, je lui dirais juste continue ce que tu fais et juste pas lui donner d'indication ni rien parce que les erreurs font partie du chemin. On parlait tout à l'heure, le voyage est plus beau que la destination. Et si tu changes un élément du voyage, la destination peut changer aussi. Donc vaut mieux que je lui dise pas grand-chose. Comme ça, au moins, je suis sûre qu'on arrive au même endroit. D'accord, très bien. C'est très sage de pas vouloir brûler les étapes. Oui. Bah écoute, pour terminer, je voulais savoir si tu avais un mot de la fin, un message à faire passer ou tu as le micro, c'est pour la fin d'épisode. Ok. Je vais plutôt m'adresser aux auteurs parce que les lecteurs, je pense que je m'adresse souvent à eux. Pour les auteurs, je vous dirais juste une chose, faites-vous confiance. Faites-vous confiance, ça ne veut pas dire n'écoutez pas les conseils, ça ne veut pas dire ne vous remettez pas en question, et ça ne veut pas dire que vous allez tout réussir d'un coup. Faites-vous confiance, ça veut dire que si vous sentez au plus profond de votre être que ce que vous faites est juste, que vous êtes en train d'écrire la bonne histoire, que même s'il y a du travail, même s'il y a des choses à modifier, qu'il y a un chemin qui vous attend pour cette histoire, persévérez. Les protagonistes, les héros de tous les romans, ils réussissent pas du premier coup. Ils font des erreurs, ils tombent souvent, et le fait que ce qui les distingue des autres, c'est qu'ils se relèvent à chaque fois, qu'ils retentent encore et encore. Faites ça, devenez le protagoniste de votre roman, et en fait, dites-vous bien que le jour où vous abandonnerez, ce sera le jour où vous aurez échoué. Et c'est uniquement ce Mmh. jour-là. Et donc, on peut être très malheureux quand on reçoit des lettres de refus, j'en ai reçu, et je sais de quoi je parle, et avoir envie de tout foutre en l'air, de tout arrêter et de dire c'est bon, j'arrête. Mais là, pour le coup, ce serait donner raison à cet échec. Ou on peut prendre du recul, essayer de comprendre ce qui n'a pas marché et ce qu'on doit changer s'il y a des choses à changer et redémarrer encore. Moi, je vous dis juste, faites-vous confiance, vous allez finir par y arriver si vous y croyez. Bah écoute, c'est parfait, merci beaucoup. De rien. Merci Margot. Encore un grand merci à Margot d'être passée sur le podcast. Je lui souhaite un très beau succès pour sa nouvelle sortie et j'ai hâte de me plonger dans cette dystopie. Je vais le faire direct après avoir raccroché ce petit podcast. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner sur les réseaux sociaux sur Toss a Coin to Your Writer, à le partager à vos amis et à laisser une note sur votre plateforme d'écoute favorite. Ça aide énormément à faire connaître le podcast. Je vous souhaite une excellente journée, ou soirée d'ailleurs, et je vous dis au mois prochain pour une nouvelle interview. Salut! Merci à toi d'avoir écouté jusqu'au bout cette entrevue pour Toss a Coin to Your Writer.
J'étais ravie de t'avoir à nos côtés pour cette interview et j'espère te revoir bientôt pour de nouvelles aventures. Tu retrouveras toutes les infos de cet épisode en description. Tu peux également me trouver et me contacter sur tous les réseaux sociaux à Maeva Catalano. Je sais, c'est pratique. On se voit dans un mois, ou plus rapidement encore si le dieu des romans le veut. À très vite.